Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les vraies voix jusqu'à 19h comme tous les jours. Ça va, Philippe David? Ah, ça va très bien. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'était un anniversaire. Ah bon, on a vous qui permettez? Ouais. Écoutez ça. Tiens, une autre. Et une troisième. Il y a 50 ans, aujourd'hui, Moi, j'ai envie de sortait... Abba, les mauvais chanteurs. Oh, ouais. Ah ouais, elle est très bonne. Elle est très bonne. Il y a 50 ans aujourd'hui sortait l'album Waterloo de ABBA. Ils allaient remporter l'Eurovision un mois et un jour plus tard avec Waterloo. Et ils allaient révolutionner la musique. Alors, j'avoue que j'étais un grand fan d'ABBA. Je sais pas vous, les Moi vrais aussi, voix. mais même encore. Encore aujourd'hui, oui. Maintenant, tu commences, tu mets juste les premières notes de Dancing Queen. Où que tu sois dans le monde, Ah, les oui, gens ce j'adore. matin. Ouais, Tu l'as, Dancing Queen, Benoît Non, c'est pas dans cet album. Comment? Sous les Beatles. Mais bien sûr, bien Dans sûr. un registre différent. C'est bien, on peut avoir le verbe haut à leur sujet. Oui. Oh, mais Si vous moi, dites du j'aimais mal, bien. je dis ABBA, Philippe Bilger. Non. Vous ne direz jamais cela. Non, mais c'est un C'est un bel phénomène. anniversaire, non? Ouais, Ah c'est oui, très, très c'est beau. vrai. C'est un phénomène exceptionnel là-bas. Une durabilité. Monnaie. Ouais. Et Dancing Queen. Dancing Queen, Ouais, vous aimez ouais. pas? C'est- You c'est can préféré. dance. C'est la chanson préférée de mon fiscaliste, Monnaie. Il adore cette chanson. Allez, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300 de ce numéro de téléphone. Avec le sommaire de cette émission, on déroule à 17h30 le grand débat du jour. Un lycée bloqué par 200 personnes ce matin à Cachan dans le Val-de-Marne. Certains émeutiers masqués ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Situé, en tout cas, on vous l'a dit, dans le Val-de-Marne, cette situation tendue sur fond de droit de retrait pour dénoncer le manque de moyens. Dans un autre lycée aussi, un proviseur du 20e arrondissement de Paris a reçu des menaces de mort après avoir demandé à un élève d'enlever son voile. Alors parlons vrai, est-ce que le sanctuaire qui était l'école est totalement désanctuarisé aujourd'hui? A-t-on tiré les leçons des assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard quand on pense aux menaces contre le proviseur de Paris 20e? Auriez-vous imaginé des scènes de guérilla urbaine dans un lycée comme à Cachan il y a quelques années? Et à cette question, menace de mort contre un proviseur, émeute, l'école est-elle en danger? Vous dites oui à 94%. Et on va en parler de ces émeutes. Alors, attendez, Avec je vous Igor, laisse. notre expert du jour sera Igor Gard-Karzik, secrétaire général du SNU-PDEN, le syndicat FSU des personnels de direction. Et le coup de projecteur à 18h30, un Super Tuesday sans grand suspense aux États-Unis. 15 États votent aujourd'hui pour les primaires, mais le match semble déjà plié des deux côtés. Donald Trump et Joe Biden étant quasi assurés d'être le candidat de leur parti à l'élection présidentielle de novembre. Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, la messe est dite et que la finale sera bien Biden-Trump comme en 2020? Pour vous, qui sera le futur vainqueur? Est-ce un non-choix vu l'âge des candidats et les problèmes de santé de Biden? Super Tuesday, Biden-Trump, qui serait le meilleur président pour les USA? Si vous pensez que c'est Biden, si vous pensez que c'est Trump, ou si vous pensez que ni l'un ni l'autre, appelez-nous au 0826 300 300. The Delicious Ode prendra votre appel. Et Olivier Piton sera avec Maintenant, nous, on parle avocat anglais dans français cette aux émission. USA, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de ce livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et bien entendu, le Super Tuesday emmène le super Philippe Bilger. Bonsoir Philippe. C'est gentil. Ouais, ça va. Vous continuez en anglais, c'est Ouais. merveilleux. Hey, wonderful. Françoise de Gaulle. I am not very good in English. Yeah. On va l'appeler, maintenant on va l'appeler Françoise Tougoua. My goodness. Two finger. Can't believe it. You're kidding me. Oh, Amazing. Avec So Amazing, Pierre-Yves Martin, consultant. Bonsoir. Bonjour. C'est bon. Voilà. On va le Peter Ives Martin. Voilà. Ouais, c'est- Comment ça va, Pierre-Yves Martin? Très bien. Pourquoi vous êtes bronzé? Parce que j'étais la semaine dernière aux Maldives. Ah oui. Ouais, c'est pas mal les Maldives. Appelez-moi la direction tout de suite. Appelez-moi Patrick Roger. Faites-moi le numéro de Mais il est téléphone aux de Patrick Maldives, Roger. justement. Aude, est-ce que vous pouvez appeler Patrick Il est Roger aux sur son Maldives, on portable, te s'il dit, vous plaît? il est Ah, aux d'accord. Il y a Maldives. des vies à Cablan. Ouais, c'est Ah, ouais, il y a scandaleux. des vies écrasantes écrasées. Ouais, hein. ouais, C'est ouais. vrai, Je c'est vrai. déteste cette provocation, Pierre-Yves Martin. Je vous le dis tout de suite. Allez, 0826 300 300, ce numéro que vous affectionnez et on vous en remercie. Avec notre auditeur du jour, c'est Jérôme des Alpes-Maritimes. Bonsoir Jérôme.
Jérôme. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir. Comment ça va, Jérôme? Bah, écoutez, ça va. Vous revenez pas des Maldives? Pas du tout. Ouais, J'aimerais y aller. Bah, nous aussi. On a bien compris. On aimerait y être invité, parce qu'il y a des gens qui... Bon, je dis ça, je dis rien. On parle de quoi dans un instant, mon cher Jérôme? Alors, moi, j'avais un petit sujet, c'était la traçabilité des fonds publics. Ah, bah, Pierre-Yves Martin. Justement, on en parlait il y a un instant. beaucoup de jalousie. C'est fou quand même. Hein. Cette coïncidence, elle est quand même... Je me demande si on va lui jeter une traque fin aux fesses à Pierre Martin. Tu sais, la haine, elle est rageuse. La jalousie. Allez. Petit con, là. Jérôme, vous restez avec nous et tout de suite, on écoute le répondeur. Bonjour Sud Radio, Guy Paris. Moi, j'aurais préféré que le choix se porte sur une autre chanteuse ou chanteur. Quand on entend la poésie que cette jeune femme est capable de produire, c'est lamentable. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. J'aurais préféré que ce soit une autre personne qui soit choisie. Sincèrement. Encore une fois, le président, si c'est son choix, paraît-il, affectionne un métissage artistique qui fait que cette chanteuse qui a énormément de succès va perdre ce qu'elle a de meilleur et va nous dégrader, Edith Piaf, si elle accepte de chanter quelques chansons de cette fabuleuse chanteuse. Franchement, donc tout ça est aberrant. Pour chanter Edith Piaf, il n'y avait pas Barbara Pravi qui avait fini le deuxième de l'Eurovision sur une chanson piafienne. Il y avait plein de choses. Il y avait Barbara, bien sûr. Après, c'est générationnel. Hein. Aya Nakamura, tout le monde écoute Aya Nakamura, mais ils n'ont pas notre âge. Mais notre génération n'écoute pas Aya Nakamura parce que faux, non, parce qu'on comprend pas les textes, parce qu'on comprend pas ce qu'elle veut dire. Ceci dit, elle a un véritable impact. Quand vous regardez ces textes, c'est des textes de la vie des ados d'aujourd'hui. Tous les ados et pas simplement les ados des cités écoutent Aya Nakamura. Moi, je suis totalement insensible et à son flow, à tout ce que vous voulez, mais vraiment même à sa musique, à ses mots. Mais je comprends qu'elle puisse être un phénomène. En revanche, cette capacité d'Emmanuel Macron à faire des trucs pour emmerder le monde, en fait, c'est ça la vérité. Non, mais c'est étonnant. En tout cas, c'est étonnant que ça soit le président de la République qui fasse cette information. Absolument. Non, mais c'est Après, c'est un conseil. J'imagine qu'on lui a conseillé. C'est le choix du prince, oui, mais il a envie comme ça d'être disruptif. Il mais fait c'est de pas mauvais choix en général. c'est Pas pas seulement, même avec les ministres. Hein. C'est pas nécessaire de. En même temps, bon, Aya Nakamura, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, comme dirait un copain à moi qui est rabbin. Il dit, tu sais, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Crois pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Elle sera peut-être très soft. Peut-être qu'elle va chanter Piaf de façon exceptionnelle. Ouais. Et Aya Nakamura, c'est quand même un exemple magnifique de métissage et de réussite française. Elle est franco-malienne. Elle a réussi quelque chose d'incroyable. Donc mais c'est voilà. certain. Pourquoi pas? Allez, soyons fous, un peu de positivisme dans cette émission. Ouais. Retour à Jérôme. Vous pensez pareil, vous, Cécile? Pas Oui, vraiment. bien sûr. Pardon, je pensais à votre place, ma chère Cécile. Non, mais parce qu'il s'appelle ça aurait Cécile été maintenant. très long. Mais on sait pas. c'est pas le succès qui fait que Non, tout à mais- coup on doit Non, apprécier mais une ça personne. fait- C'est pas ça le succès fait- qui fait le talent. C'est Non, mais peut-être que ça va Ah bah, être en juste général, magnifique ce qu'elle va faire Non, mais de ça Piaf. se trouve, ce sera très étonnant. Elle va peut-être attendons de faire sortir voir. quelque Je chose. suis On va assez ga- pessimiste sur ce On plan. va garder ce petit Non, bout mais de on a dit qu'on bande et était puis on le positif, là. rediffusera quand elle aura chanté. Allez, Jérôme C'est est ça. avec nous des Alpes-Maritimes. Jérôme, la traçabilité des fonds publics. Écoutez bien, Pierre-Yves Martin. Ouais. On vous écoute, Jérôme. Alors, j'avais une question simple pour éclaircir un peu les doutes qu'on a et les spéculations sur les fonds publics. La question, elle est simple. C'est combien coûte aux Français quand on redistribue 100 € à un prestataire ou un citoyen qui touche pour la CAF quelconque, combien ça coûte? Donc en fait, la question c'est l'usine à gaz qui est que quand on nous prélève, est-ce que va toucher le prestataire? Et c'est là que on sait pas trop comment ça se passe. Bah si, on sait, c'est-à-dire que tout est reversé, il y a le budget de la sécurité sociale, il y a le budget social, ça représente une part très importante des prestations sociales du budget français, mais on est quand même sur le principe d'égalité, parce que vous questionnez, mais peut-être parce que vous n'avez jamais eu accès à la CAF, mais peut-être que des gens dans votre famille ont eu accès à ces droits-là, c'est le principe même de l'impôt qui est pris et qui est redistribué, je comprends pas vraiment votre question alors, en fait, peut-être- je la comprends pas. Alors, je vais peut-être pas le poser. C'est qu'en fait, on nous dit qu'il y a beaucoup de dépenses en prestations sociales Oui. ou autres, et c'est pour ça que tout coûte cher.
Donc c'est un peu un cache-clé, parce que je pense que ceux qui se gavent le plus, c'est les invisibles qui gèrent tout ça. À partir du moment où ils nous prennent et que c'est redistribué, combien ça coûte aux contribuables ? Mais ça coûte, tout est dans vos impôts en fait, tout est dans ce que vous payez, vos prestations, tout est dans vos impôts. Le principe de l'impôt, c'est le principe de consentement qui régit toutes les sociétés et les sociétés démocratiques. Chaque citoyen met au pot commun en fonction de ses revenus pour, pour faire face aux dépenses de l'État. C'est ça le principe des impôts. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre votre question en fait. Si je puis me permettre, est-ce que votre question, ça tourne pas autour du coût direct et indirect de tel ou tel mode de financement? Est-ce que c'est de dire, au final, si on décide d'accorder 100 € à un citoyen X, Y, Z, au final, ça va pas coûter 100 €, ça va coûter 140 € parce qu'il y a 10 € de traitement administratif, 25 € d'outils, etc. C'est ça? Voilà. C'est plus donc, ça? En fait, oui, la question c'était ça. C'est traité, en fait, tout devient cher, les salaires n'arrivent plus à suivre les courbes du coût de la vie. Il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup d'obligations, d'impôts. Bon, les gens n'arrivent plus à bien vivre de leurs revenus. Et on nous dit oui, mais il y a beaucoup d'aides. Qui en aide le plus? Vraiment le prestataire ou l'usine à gaz qui gère tout ça avec des places, des 13e mois, des petits 35 heures? Vous voyez, il y a un confort de vie de ceux qui nous gèrent. Que nous artisans, je voudrais défendre quand même. Je voudrais quand même défendre les fonctionnaires. Attendez, je défends pas. J'appuie pas sur les fonctionnaires utiles. C'est pas ce que je veux dire. C'est que nous, je suis artisan, donc on veut se développer, on veut avoir des locaux. Je cherche un local. Bon bref, on veut se développer, mais on est souvent, on nous prend. Voilà. Ouais, et on peut pas se développer comme on veut. Les amis, ça, merci beaucoup Jérôme. Jérôme, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour et puis vous réagissez sur, bien entendu, sur les sujets que nous allons évoquer ensemble. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. C'est Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. Et monsieur le procureur... Le président a une vision internationale qui change. C'est dangereux. Allez, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. C'est mardi. Françoise de Gaulle est là. On va rigoler. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Le tour de vis de la Ménibus. Philippe Bilger, vous pouvez me regarder. Vous avez vu comment elle vit Elvis Presley. C'est la même tête. Je croyais la tendresse, c'est plutôt Mordicus. C'est Mordicus. Non, mais Mordicus lui va très bien, je vous le dis tout de suite. Maintenant que je vous ai à ma poigne. Je vous arrête, je la soutiens, Mordicus. Allez, mais toi, vous êtes... Viens faire un câlin. Tu as un lèche-beauté, toi. Oh, mais quel lèche-botus, ce type. Lèche-botus et Mordicus, c'est pas mal. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite la bienvenue au sein de cette grande famille des vraies voix. Vous, au 0826 300 300, avec Tata Aude, qui vous attend au standard, bien entendu. Et la famille, voilà. Et la famille Adams, ici. Cousin Félix Mathieu, qui vient d'arriver. C'est très famille Adams, en fait. Félix, les 3 mots dans l'actu dans un instant. Oui, on va parler de cette perquisition à la mairie de Paris sur le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti. Perquisition aujourd'hui. Ce Super Tuesday, Super Mardi aux États-Unis, 15 États votent avec un suspense quasi nul. Et puis la disparition de Jean-Pierre Bourteir, qui avait composé une multitude de tubes, comme par exemple Alexandrie Alexandra de Claude François. En 3 mots, ça donne perquisition Tuesday compositeur. Et tout de suite, le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur voulait requérir sur le voyage à Prague du président de la République. Parler de Prague en ce début de printemps, ça ne s'invente pas. Oh. Je vais un peu aller au-delà, mon cher animateur, dans la mesure où je vais énoncer une banalité, je m'en excuse, une vision internationale lucide, quelle que soit sa substance, implique tout de même une constance, une vision, du langage qui demeure stable. Et le président de la République, aussi brillant qu'il puisse apparaître à certains, est le contraire de cela, puisque, en effet, à Prague, il a eu le besoin d'expliciter ce qu'il avait dit sur l'Ukraine, et lorsqu'on est obligé de réviser peu ou prou sa pensée et son langage quelques jours après avoir formulé
une proposition assez provocatrice, c'est que on n'est pas au fait avec sa propre pensée internationale. Et donc, ça m'inquiète un peu, moi, d'ailleurs, qui lui permet de jeter la pierre alors que je suis l'instabilité incarnée. Oui, mais vous dirigez pas un pays. Moi, vous avez vu qu'il a explicité, mais il remet quand même le couvert. Hein. Quand il dit les Européens vont devoir être courageux, nous sommes face à l'histoire, etc. Là où je suis le plus ennuyé, c'est que bien sûr, il y a le caractère guerrier. Mais c'est avant tout un caractère électoral. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Emmanuel Macron? Il est en train de nous rejouer la présidentielle de 2022, où tout le débat a été complètement annihilé et castré par la guerre en Ukraine et ses habits de chef de guerre. Donc c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il surjoue. Moi, je suis ennuyé parce qu'on joue quand même avec des choses très dangereuses. C'est ça, le sujet. Pierre Martin. Ouais, j'ai l'impression qu'il recherche à réexister ou à exister tout simplement. Et du coup, effectivement, ce manque de vision diplomatique internationale sur le long terme est assez pénalisante. Et d'ailleurs, le choix de la précédente ministre des Affaires étrangères reflétait bien à sa manière cette absence de vision. Ah, mais en fait, il existe trop en réalité. Non, mais il a complètement ficelé ses ministres. Catherine Colonna, c'est une très bonne diplomate. Hein. Ses journées, je dirais pas ça. Elle n'a pas pu exister. C'est non, parce que... Allez, on y va. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Le choix était peut-être pas bon. Pardon. Non, mais je vous en prie. On a fini. J'avais mal les gestes de Philippe. Non, parce maintenant, il faut savoir parler le sourd-muet dans cette émission. Le type, il nous parle en sourd-muet. Ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Perquisition, Tuesday et compositeur. Une perquisition dans la mairie de Paris et ses annexes aujourd'hui. Le parquet national financier investigue sur le voyage à Tahiti d'Anne Hidalgo en octobre dernier. C'est parti pour le Super Tuesday, le Super Mardi des primaires américaines. 15 États votent d'un coup et Donald Trump entend bien plier le match face à sa rivale républicaine Nikki Haley. Et puis adieu monsieur le compositeur Jean-Pierre Bourteir, s'éteint à 82 ans, de Claude François à Hugo Frey, de France Gall à Michel Sardou. Il est à l'origine d'une quantité phénoménale de tubes. Les vraies voix Sud Radio. L'affaire avait défrayé la chronique en octobre. Certains l'avaient même baptisé le Tahiti Gate. La maire de Paris était-elle allée inspecter des structures olympiques ou bien rendre visite à sa fille? Ou bien encore les deux? Et qui avait payé quoi? Du côté de la défense, l'adjoint Yann Brossa sur Sud Radio en octobre, quand une chef de l'opposition, pas encore ministre de la Culture, Rachida Dati, montait au créneau en conseil municipal. Votre désinvolture, qui vous coûte très cher, si l'on peut dire, dans le cadre de votre voyage à Libye, à Tahiti, dont on apprend encore ce matin que vous avez bénéficié d'un hélicoptère, alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne. Je trouve qu'on fait vraiment une polémique de tout et qu'en l'occurrence, on remplit une baignoire avec une bulle de savon. De quoi s'agit-il? D'abord, il y a eu un voyage officiel dans le cadre de la visite de structures olympiques et puis ensuite, elle a pris quelques jours de congé. Elle a le droit, à moins que dans ce pays, il y ait désormais une police des vacances. Rebondissement aujourd'hui, donc le parquet national financier a mené des perquisitions à la mairie de Paris et dans ses annexes, enquête pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics. Une association assez anticorruption avait porté plainte. Plusieurs élus aussi de la droite francilienne avaient effectué des signalements. La mairie de Paris indique à l'AFP avoir d'ores et déjà produit volontairement les justificatifs relatifs au déplacement d'une délégation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Elle se dit donc sereine et confiante quant à l'issue de ces investigations. Jérôme, notre auditeur du jour, parlait de la traçabilité de l'argent public. Là, c'est l'exemple, non? Oui, en même temps, Dieu sait que je n'aime pas Anne Hidalgo, mais je pense qu'il y aurait des investigations plus importantes à faire dans des affaires ô combien capitales. Françoise Legois. Ils ne trouveront rien du tout, parce que je pense qu'elle a bien fait les choses. Elle a fait les choses, c'est-à-dire il y a la partie délégation, et puis tout le reste, elle l'a payé. Donc, bon, mais c'est la politique, c'est comme ça. C'est une erreur d'avoir fait ce voyage à ce moment-là. C'est ça la faute, en fait. Mais vous verrez que le parti financier conclura au non-lieu, vous verrez. En fait, je ne sais même pas si on verra, parce que on a souvent tendance à un peu oublier. On réagit sur le moment sur ces affaires-là, et puis quand il y a la conclusion de l'affaire qui est rendue, on clave beaucoup ces derniers temps. Allez, le deuxième mot, Super Tuesday aux États-Unis. 15 États votent en même temps pour les primaires. Des primaires qui devraient acter le match retour de 2020 avec un candidat sortant de 81 ans face à son prédécesseur, aspirant successeur qui en aura 78. Car oui, le suspense est très faible pour ce Super Mardi, explique Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Concernant Donald Trump, puisque pour Joe Biden c'est déjà joué, il va falloir écraser totalement Nikki Haley, ce qui devrait se faire sans trop
le problème, dans ce Super Mardi, on passe sur une nouvelle règle, c'est que le gagnant rafle tout sur des grands États comme le Texas ou la Californie, où on a près de 150 délégués à chaque fois. La timbale va monter très rapidement, et donc l'écart entre les deux candidats va devenir tellement grand que Nikki Haley va disparaître. Là, on passe à plus de 1000 délégués distribués sur une seule journée, et Donald Trump devrait quasiment tous les récupérer. Jean-Éric Brana, joint par Louis de Kergorlet pour Sud Radio. Troisième mot, compositeur. Jean-Pierre Bourteil vient de s'éteindre à l'âge de 82 ans. Sirène du port d'Alexandrie. Eh oui, il est à l'origine d'une énorme quantité de tubes. La SACEM, dont il avait été vice-président d'honneur, vient d'annoncer sa disparition. Ses chansons pour Claude François avaient marqué un vrai tournant dans sa carrière. Oui, mais avec les paroles de Rodagil, hein. Oui. Ouais, oui. Jean-Pierre Bourteil avait dissuadé d'ailleurs Claude François de chanter en anglais. Il y avait trop de monde sur ce créneau, c'est ce qu'il racontait à la SACEM. Il a aussi composé pour Michel Sardou. Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Vladimir Ilitch de Sardou, encore cet air de circonstance de Hugo Frey. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera. Adieu, monsieur le compositeur, il y en aurait pour des heures, mais on lui doit aussi par exemple le générique d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur par Jacques Dutronc, la musique vainqueur de l'Eurovision, 71 pour Monaco, un banc, un arbre, une rue. Il avait composé aussi pour Johnny Hallyday, France Gall, Marie Laforêt, Charles Aznavour entre autres. Il avait de qui tenir, puisque son père Henri, également compositeur, avait œuvré pour Luis Mariano, Maurice Chevalier ou encore Tino Rossi. Ah ben voilà, c'est un bel hommage en tout cas. Immense compositeur. Incroyable, hein. Ah oui. Il y a des chansons que vous aimiez, Philippe? De lui, oui, mais je ne saurais plus les dire. Mais vraiment, quand Félix a annoncé sa mort, immédiatement, je l'ai dans la tête. Il suffisait de voir les CD, les disques de l'époque derrière. La première qu'il avait écrite pour Claude François, c'était Avec la tête, avec le cœur, 10 ans avant la mort du chanteur, qui était une chanson magnifique. Ouais, mais quand même, on voit à quel point il a fusionné avec Étienne Rodagil, parce que quand le tournant deux titres, hein. C'est Magnolia et Alexandre Oui, Alexandra. mais c'est la musique. Hein. Non, c'est les textes aussi. Mais Claude François disait, il avait jamais chanté des textes comme ça. Il hésitait même en se disant, Magnolia, je comprends comprends pas les paroles. Je comprends pas les paroles, mais en réalité, mais c'est magnifique parce que c'est devenu. Moi, je trouve ça sublime. C'est Boris Bergman, Bachung. En tout cas, c'est impressionnant la liste pour qui il a travaillé. Il n'y en a pas un dixième, il n'y en a pas un cinquantième dans ce que je vous ai dit. Vous savez quoi, ça me donne envie d'organiser un karaoké chez moi. Voilà, merci beaucoup. À mon avis, je suis persuadé que Philippe et Françoise doivent être très doués dans ce domaine. Donc Françoise, elle fera Claudette. Mais qui vous dit que je vais les inviter? Si vous faites karaoké, il ne peut pas ne pas y avoir Philippe David et moi. Je vous le dis tout de suite. Après, ça va être une guerre terrible entre lui et moi. Ils ont une mémoire phénoménale. C'est vendu. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le grand débat du jour, l'école publique en danger après une émeute au lycée de Cachan et un professeur menacé de mort dans le 20e arrondissement, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que le sanctuaire qui était l'école est totalement désanctuarisé? Est-ce qu'on a tiré les conclusions, les conséquences des assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard quand on pense aux menaces contre le proviseur de Paris 20e? Auriez-vous imaginé des scènes de guérilla urbaine comme à Cachan il y a quelques années? Et à cette question, la violence, menace de mort contre un proviseur, émeute, l'école est-elle en danger? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Igor Garnarziek, qui sera avec nous, secrétaire général du SNU PDEN et du syndicat FSU des personnels de direction, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question avant de partir en pub. Est-ce que la violence est aujourd'hui le seul message médiatique audible? Non, la violence ne devrait pas être le seul message audible. Les bases de notre société démocratique doivent permettre une régulation de conflits de manière plus posée et pacifique. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est les vraies voix Sud Radio. On vous souhaite la bienvenue. On évoquait hors antenne ces Jeux Olympiques à Paris. Alors certains vont louer leur appartement, les autres vont partir en courant, je sais pas. Oui. Je pense que Paris Moi, va être vide. En courant. Il y a déjà plein de gens qui vont partir en courant. Vous imaginez la façon, les gens qui habitent dans le centre de Paris, on va dire le centre élargi, grand boulevard comme vous, le centre 1, 2, 3, 4, 10, 12, etc. Comment va-t-on survivre? C'est impossible de survivre dans cette période.
période-là. D'ailleurs, toutes les grandes entreprises sont en train de mettre leurs salariés en télétravail. Là, je vois toutes les grandes boîtes de la défense, etc. Je sais pas vous. J'ai vu là, cet après-midi. Non, aux Maldives, j'ai rien vu, mais cet après-midi, j'ai vu sur une pub de bus là où le gouvernement incitait les gens à aller en télétravail, à travailler. Ouais. Et j'ai trouvé ça un peu surréaliste. Pour certaines personnes, ça va être un deuxième confinement. Ils auront plus de chez eux. C'est ça. Non, mais sérieusement, on sent bien qu'on n'est pas prêt en réalité. Quand vous voyez on n'est pas prêt en tout cas sur les transports. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêt. Là, on est prêt pour y aller. D'accord. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Oui, c'était très très chaud. Un mouvement de personnes qui n'étaient pas identifiées, qui sont venues habillées de noir, cagoulées. Aujourd'hui, nous exerçons une profession à risque. C'est pas des incidents bien sûr quotidiens, mais c'est des incidents extrêmement graves. Il y a la première partie, puis la deuxième partie, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai vu des stories, une photo, enfin pas vraiment de la scène, mais vue de l'extérieur. On indique que le proviseur a frappé les élèves et en conséquence, les choses s'enflamment. Ce sont bien des rumeurs qui sont à l'origine de l'amplification, puisque c'est quand même des menaces de mort contre un proviseur qui ne faisait que sa mission. Et ce matin, un lycée bloqué par 200 personnes à Cachan, dans le Val-de-Marne. Certains émeutiers masqués ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Situation tendue sur fond de droit de retrait pour dénoncer le manque de moyens. Et puis un autre lycée, un proviseur du 20e arrondissement de Paris, a reçu des menaces de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Alors parlons vrai, est-ce que le sanctuaire qu'est à l'école est désormais totalement désanctuarisé? Est-ce qu'on a tiré les leçons des assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard quand on pense aux menaces contre le proviseur de Paris 20e pour une affaire de voile? Auriez-vous imaginé des scènes de guérilla urbaine comme à Cachan? Et à cette question, menace de mort contre un proviseur, émeute, l'école est-elle en danger? Eh bien vous dites oui à 94%. On va en parler avec notre invité, Igor Garnkarzik, qui est avec nous, secrétaire général du SNU-PDEN, qui est le syndicat FSU des personnels de direction. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, beaucoup de drames en ce moment à l'école. Je vais faire un rapprochement dont j'ai conscience qu'il est très partial et même arbitraire. J'entends parler hier à propos de la constitutionnalisation de l'avortement de la fierté française. Je trouve que ce qui s'est passé à Cachan, c'est une honte française et dans une quotidienneté qui ne cesse de se renouveler. Alors ça fait longtemps que l'école n'est plus un sanctuaire et cette fois-ci je vais être sérieux. Je trouve dommage qu'alors que ces incidents prennent une ampleur colossale, il y a des dizaines de gens cagoulés qui vont dans ce lycée polyvalent de Cachan pour semer le désordre et la violence, eh bien que nous n'ayons plus des réactions ministérielles à la hauteur de ce qui se passe. Ça n'est pas de Nicole Belloubet qu'on peut attendre quelque chose de dissuasif. Je trouve que c'est extrêmement grave. Françoise Degois. Oui, moi aussi, je pense qu'il faut une contre-offensive radicale. On va quand même pas laisser 200 malabars mettre le BINS dans les établissements scolaires. Moi, Samuel Paty, ça a été une rupture. La décapitation de Samuel Paty, c'est un traumatisme aussi national, profond que le Bataclan, en réalité, pour d'autres raisons. Donc, ça ne peut pas perdurer. Dominique Bernard également. Donc, moi, je suis adepte du coup de poing en retour, c'est-à-dire la force publique, véritablement. Alors bien sûr que les policiers sont venus, etc. Mais on ne peut pas accepter que l'école ne soit plus ce sanctuaire-là pour 3 ou 4 élèves qui mettent le souk. Donc la réalité, il y a quand même du laxisme et je sais très bien que il n'est pas d'accord avec ça, mais enfin votre petit Gabriel Attal, je dis ça parce que c'est votre chouchou, qui était supposément le dieu de l'éducation. Il est Premier ministre, donc c'est le patron des ministres, donc j'aimerais bien l'entendre là-dessus. Voilà. Pierre-Yves Martin. Ouais, à mon avis, il n'y a pas que l'école qui est en danger, c'est la société tout entière. L'autre élément qu'on a peut-être oublié, c'est la démultiplication qui existe sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, on n'est pas capable. Alors oui, il faut rétablir l'ordre. Oui, il faut que les forces policières réagissent, etc. Complètement d'accord. Mais il faut aussi, on n'a pas commencé à traiter ce sujet-là. Il faut aussi savoir quoi faire par rapport à ces dérapages, ces incitations à la haine et à la débilité humaine qui existent sur les réseaux sociaux. Parce que sur l'histoire du lycée du 20e arrondissement, il y a quand même, on voit bien qu'il y a une séquence sur les réseaux sociaux
manip, je sais pas comment l'appeler, mais il y a quand même un sujet quoi autour de ça, et on n'est pas capable de cadrer ça. Allez. Avec nous, Igor Garnkarzik. Igor Garnkarzik, vous êtes secrétaire général du SNUPEDEN, le syndicat FSU des personnels de direction. On entendait dans le jingle fait par l'excellent Benoît, notre réalisateur, aujourd'hui, c'est devenu un métier à risque. Les métiers de proviseur, de prof, est-ce que c'est devenu vraiment des métiers à risque ? L'actualité quotidienne montre qu'effectivement, les risques sont prégnants. C'est le décès d'un collègue principal de collège à Lisieux cet été. Sont ensuite des menaces de mort. C'est effectivement un quotidien à risque. Par rapport à ce qu'ont dit les intervenants précédents, je pense qu'il y a deux axes d'analyse qu'il faut avoir. C'est premièrement la réaction immédiate à des actes qui sont inadmissibles, tels que ceux qui ont été cités. Et puis la deuxième, une réflexion plus profonde et plus systémique, qui est de se poser pourquoi l'école, qui est le symbole des valeurs de la République, est attaquée, est désacralisée, et pourquoi est-elle la cible de multiples attaques. Et je pense qu'il y a ces deux axes à mener de front, parce que si on s'en tient simplement à la répression, on va pouvoir peut-être réguler localement des situations, mais on n'éradiquera pas cette violence de fond qui, on le sent bien, monte. Et dans un contexte, on est bientôt au 15 mars, 20e anniversaire de la loi contre les signes distinctifs religieux à l'école. Donc on va être sur une période effectivement sensible qui nécessite des mesures de précaution, mais qui doit aussi, moi j'insiste là-dessus, inviter à avoir une réflexion de fond sur ce qu'est l'école, comment chaque élève peut en profiter, chaque citoyen peut en profiter. Philippe Bilger. Monsieur le secrétaire général, est-ce que je poursuis un tout petit peu ce que votre réponse laisse entendre ? Si je comprends bien, vous considérez que ce qui se passe à l'école et qui prend une ampleur très préoccupante ne relève pas seulement de cette sorte de dégradation des instances officielles qu'on constate partout dans la société, mais qu'il y a des causes spécifiques à l'école qui expliquent ce qui se passe dans les établissements, et notamment à Cachan sur un mode presque apocalyptique. Est-ce qu'à votre avis, on pourrait globalement résumer le ressort fondamental par le défaut de l'autorité ? Je pense pas que le défaut de l'autorité, ce soit l'axe principal. L'autorité à l'école, elle existe. L'école, elle vit aussi ce que vit la société dans son ensemble. Il y a quelques mois, quelques années, des actes émeutiers ont aussi fait la une de l'actualité. Donc l'école n'est pas extraite de la société. Par contre, pour que l'école soit plus protégée, il faut absolument qu'on lui redonne un sens profond et que chaque élève, chaque citoyen sente que l'école est une force pour lui de se promouvoir au sein de la société, de se créer un bel avenir, et que l'école est utile à chacun. Les politiques qu'on a eues depuis une dizaine d'années, de casse systématique de l'école publique notamment, de casse de l'enseignement professionnel, de multiples réformes sur lesquelles le sens ne peut pas être perçu ni par les professionnels, ni par les citoyens, ni par les élèves, ça pose une vraie question aussi, parce que quelque chose de sacralisé, pour reprendre le mot qui a été utilisé en introduction, il faut absolument que cette sacralisation, elle soit valable pour le système dans son ensemble. Et là, on est en perte effectivement de sens donné à l'école de la République. Françoise Degois. Vous dites en fait, moi quand je lis ce que quand je lis entre les lignes, vous dites aussi qu'il y a une attaque politique de l'école. Il y a toute une frange
en tout cas de la société, qui infime, hein, je le dis tout de suite, je ne suis pas dans le discours de la droite ou de l'extrême droite, nous expliquant que bientôt nous serons le Liban et que les islamistes sont à nos portes et que tout musulman est forcément un égorgeur en puissance. Donc ça, je rejette tout à fait ça. Mais ce que vous dites, vous, c'est qu'il y a aussi une attaque ciblée, manipulée aussi par l'islamisme politique, aussi sur l'école. Est-ce ça, vous le constatez ou pas ? Bien sûr, on peut le constater sur des actes qui sont en nombre assez faible. C'est vrai, c'est ça. Y compris sur lorsque l'hommage a été rendu à notre collègue, les chiffres annoncés de problèmes pendant l'hommage a été extrêmement réduit. Ça c'est la minimation. Oui, pardon. Oui, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers d'élèves qui sont tout à fait en accord avec les principes et les valeurs portées par l'école laïque de la République. Mais effectivement, les quelques incidents graves qui surgissent sont inadmissibles et ont une portée médiatique extrêmement importante. L'autre point peut-être qu'on peut souligner en termes de communication politique, et je peux prendre l'exemple du texte réglementaire contre l'abaya dans les établissements scolaires, pour lequel la quasi-totalité des personnels, notamment des personnels de direction, étaient partants. Par contre, la communication médiatique, politique, qui en a fait le thème de la rentrée, était à mon avis contre-productive. Absolument. À partir d'une idée qui était tout à fait intéressante et pour laquelle nous avions besoin d'outils réglementaires. Et c'est dans cette ligne-là qu'il faut travailler, c'est-à-dire travailler sur le fond, sur les principes et les valeurs fondateurs de notre République, qui sont aussi ceux et celles de notre école, mais que le discours politique et politicien ne soit pas démagogique et porté en priorité et parfois au détriment de l'efficacité pour la protection des personnels et pour la sérénité au sein des établissements. Allez, 0826 300 300, une réaction de Jérôme qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonsoir Jérôme, rebonsoir. Bonsoir. Eh ben écoutez, c'est des actes qui se répètent d'année en année avec une ampleur et une fréquence toujours plus courte. Et le problème, c'est que au niveau législatif, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que ça reste des actes isolés. Alors après, c'est la protection du directeur. On pourrait peut-être utiliser les moyens technologiques qu'on a, mettre des bracelets à la personne qui a promulgué des menaces. Et tout con, sur l'application du téléphone du directeur, dès qu'il s'approche, géolocalisation, ça le prévient qu'il est pas, il est à côté. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La justice ne mettra jamais en prison une personne qui a fait des menaces de mort, quoi. Le problème, c'est que et tout ça, les gens le savent ici-bas et ils jouent là-dessus pour faire monter une idéologie, la montrer toujours plus puissante, parce que comme vous dites, à la télé on en parle et ça commence à être visible et ça fait une guerre un peu visuelle. Une guerre visuelle. C'est-à-dire on est là, on est présent et on va vous imposer comment on pense et c'est pas la République qui va changer quelque chose. Et voilà, donc après, moi je pense qu'il faut légiférer sur le fanatisme, la doctrine, l'idéologie, et après dire, bon bah voilà, le fanatisme, dès qu'il commence à être nuisible, eh ben c'est de l'ordre militaire. C'était le principe, excusez-moi, c'était le principe de la loi anti-séparatisme. Hein. Un mot Pierre-Yves Martin et le mot de la fin Igor Garnarczyk. Moi je pense qu'il y a une autre réponse, il y a bien sûr la réponse politique, mais il y a une réponse encore plus opérationnelle et encore plus simple, qui est de reconstruire une relation forte entre les parents et les professeurs. Et je pense que c'est ça qui est un des éléments qui manque dans cette crise que traverse l'école, c'est que auparavant, la relation parent-professeur constituait une dynamique pour sécuriser l'environnement de l'école, pour partager les bonnes informations. Là, il n'y a plus ça, et donc du coup, c'est de ça dont on souffre aussi. Igor Garnarczyk, en une minute, le mot de la fin, même pas une minute. Vous êtes désarmés, comme le disait Jérôme, et les parents, ils sont comment? Plutôt du côté de l'éducation ou de leurs enfants?
La très très grande majorité, voire la quasi-totalité, ils sont avec les personnels, avec les professeurs. Mais je crois qu'il faut élargir la réflexion. La question de la mixité scolaire, de la mixité sociale, la question de la politique de la ville et de la mixité, de la destruction des ghettos, la question de l'éducation populaire, permettre aussi la mixité dans les associations. Donc je crois que c'est pas un élément sur lequel il faut agir. C'est vraiment aborder les choses de manière très globale et qu'il y ait une véritable politique intégrant l'éducation nationale, les partenaires de l'éducation, la police, bien évidemment, la justice, et là-dessus, je crois qu'on a bien progressé dans les relations tripartites éducation nationale, police, justice et sur la protection des personnels. Mais il faut vraiment aborder les choses et la question centrale, ça peut être celle aussi de la mixité, des moyens de l'éducation nationale pour permettre à tous les élèves de réussir. Merci. Merci beaucoup, Igor Karzik. Pardon. Voilà. Et pourtant, je me suis entraînée, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, secrétaire général d'ISNU PDEN, qui est le syndicat FSU des personnels de direction. C'était très intéressant de vous avoir avec nous. On a été ravis, en tout cas. Dans un instant, le quiz de l'actu, et c'est avec Jérôme des Alpes-Maritimes qui va jouer face à nos vraies voix. Il est pas mal, il est pas mal. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin, consultant, et Françoise de Goire. S'il y a des survivants, c'est qui est la ligne. Et je tiens juste à dire que personne n'a tenté de nous soudoyer. Non. Les questions. Vous avez vu qu'on est hyper sage. Oui, très. On a acquis votre ordinateur. C'est ce qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Oui. Jérôme est avec nous des Alpes-Maritimes. Jérôme, vous êtes en forme ? Oui, on va essayer. Allez. De répondre. Oui, ça va bien se passer. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on démarre par une question, qui c'est qui l'a dit? Un point, parce que je pense qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux. Qui c'est qui l'a dit? À table, n'importe quoi. Attal, minable, petite... Mélenchon. Non, mais t'as pas le droit. Non, j'en ai marre. Je fais une pratique de rupture. Non, mais il l'avait Mélenchon, donc tu n'as rien du tout. Jérôme, vous aviez Mélenchon. Oui, bien sûr. Là, j'ai vu celui-là. Bon, il l'avait, alors le point pour Jérôme. J'arrête, maintenant je me tiens à carreau. J'ai voulu déroger aux règles. Vous êtes un hooligan. Mais un hooligan et une racaille. Et personne ne le savait. Non, c'est un hooligan d'une racaille. Deuxième question. S'il vous plaît. C'est dommage de ne pas avoir la suite. Je finis. Attal, minable petit, invisibilise le rôle des insoumis de la présidence Mathilde Panot, dans cette décision d'aujourd'hui. Voilà, je trouvais ça rigolo. Alors, qui c'est qui l'a dit à 2 points? Qui c'est qui l'a dit sur Mélenchon, justement? Il s'exprime comme un antisémite. Jérôme. Je donne ma langue au chat. Éric Dupond-Moretti. Bonne réponse de Françoise de Goire qui marque 2 points. Tout à fait. Qui c'est qui l'a dit 2 points sur la guerre en Ukraine? Je refuse d'entrer dans une logique d'escalade. Jérôme. Je donne ma langue au chat. Macron. Bonne réponse de Philippe Bilger. Emmanuel 3 Macron. points là, non 8. Dites des choses au hasard, tant pis, essayez. Alors, qui c'est qui l'a dit à 3 points sur Aya Nakamura qui va chanter Piaf au JO? Ce choix me terrifie pour l'image de la France et la langue française. Non, Madame Aya Nakamura est l'antithèse de la chanson française. Non, c'est pas Bardella, mais c'est un député de son Marine parti. Le Pen. Non. Jacobelli. Chenu. Sébastien Chenu. Non. Chenu. Jacobelli. Non. Jean-Philippe Tanguy. Philippe Non, un Ballard. homme. Philippe Ballard. Non. Un homme. C'est un homme. Un homme. Un homme qui a fait la tête de la une de Tétu. Ah, mais Oudoul. Bonne réponse de Françoise de Goire. Julien Oudoul, elle a été plus rapide que vous. Oui, c'est vrai, on le discute pas. Allez, question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Écoutez bien, Jérôme, c'est pour vous. Il faut enfin ouvrir la voie diplomatique pour le retour de la paix en Ukraine. Ça me ferait pas plaisir de négocier avec Poutine, mais on n'a pas le choix. L'issue militaire est une impasse. Macron. Non. Mélenchon. Non, mais c'est le même parti. Manuel Bompard. Bonne réponse, Manuel Bompard. Bonne réponse de Françoise de Goire qui marque 3 points. Dit-il avec bossé. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Vous êtes en tête, vous avez 8. Allez, c'est la dernière question. Qui c'est qui l'a dit à 3 points?
La France est le seul pays en Europe maître de sa dissuasion. Cela nous donne une force stratégique. Je pense que nous devons la garder. Il n'y a aucune raison de la partager. Bah moi, franchement, j'aurais mis 5 points. Hein. Sébastien Lecornu. C'est le même parti que Marine Le Pen, mais c'est un député. Non. Bon, ben Ballard, non. Philippe Ballard. Il a le nom de famille. Bonne réponse de Philippe Bilger, Jean-Philippe Tanguy. Non, j'ai dit 5 points. Non, c'est pas 5 points, non mais tu te moques écoutez, de je lui mets 5 points, il a quand même perdu face à Françoise Degois. Voilà, j'ai perdu. Qui en a 8. Oui, non, c'est moi qui. Même en vous mettant 5 points, vous avez perdu, vous voyez. Il y a tout de même des tranches surprises. Ah bah, avec Cécile, vous avez une avocate, top niveau. Oui, elle n'a rigoureusement rien dit. Non, elle a dit 5 points. En fait, c'est au niveau du comptage. J'ai juste dit. Ça vaudrait. Ça me paraissait dingue que quelqu'un trouve cette question, et c'est pour ça que j'ai mis 5 points. Jérôme. Oui. Jérôme. Il a trouvé Mélenchon. C'est bien. Mais il est devant moi, donc c'est bon. Ah oui. C'est pas difficile, vous avez 0. Bah oui. Le comptage est douteux. Jérôme, non, le comptage n'est pas douteux. Je t'ai battu, écrasé, et en plus de ça, sans Cécile de Ménibus, vous n'existez pas dans cette émission. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. N'importe quoi. Jérôme, vous n'avez pas perdu puisque Pierre-Yves. Je suis là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous valoriser, Jérôme. Voilà, on va faire un binôme. En tout cas, on vous fait un gros bisou, Jérôme. On était ravis de vous avoir eu. Merci beaucoup. À très très bientôt. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre-Yves Martin. Pas d'accord avec la fille d'Albert Camus. Et vous, Françoise? L'instrumentalisation d'Emmanuel Macron, qui était contre l'IVG à 2 reprises et qui d'un seul coup en fait des caisses too much. Pierre-Yves Martin. La fin malheureuse d'une belle entreprise française. Ouais, ça n'a rien à voir avec les Maldives. Bon, on en parle dans un instant, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver comme tous les jours avec Philippe David. On est ensemble de 17h à 19h. Philippe Bilger est avec nous au quotidien, bien entendu. Pas loin du quotidien, Françoise Degois, c'est locataire 2 fois dans la semaine. Oui. Et oui. D'ailleurs, vous n'avez pas payé votre loyer, Françoise. Je paye cher de loyer. Il faudrait le payer. Parce que vu que la précarité est générale ici, je trouve que quand même j'en ai un peu marre de contribuer à hauteur de 100 € par émission à votre salaire, aux frais d'électricité du studio. C'est ça. Et Pierre-Yves Martin. Ça va, Pierre-Yves? Très bien. Tant mieux. Dans un instant, on va dans des EHPAD avec Félix Mathieu. Oui, les EHPAD où les résidents devraient bientôt pouvoir s'installer avec leur chat ou leur chien. Beaucoup le demandaient, le gouvernement donne son feu vert. Et je voudrais pousser un coup de gueule sur le visuel de LFI suite au vote du Congrès pour placer le droit à l'IVG dans la Constitution. Ce visuel représente Mathilde Panot face à Simone Veil, photographiée lors du débat sur la loi de 75 avec comme légende « On l'a fait, loi Panot, IVG dans la Constitution ». Et je suis scandalisé par la récupération de Simone Veil par LFI, elle qui serait, si elle était encore de ce monde, une adversaire résolue du parti fondé par Jean-Luc Mélenchon, en particulier depuis le 7 octobre dernier. Alors il serait bon que l'ego de certains et même de certaines ne les pousse pas à se faire mousser de manière indécente pour ne pas dire ridicule. Qui restera dans l'histoire de l'avortement en France? Simone Veil et, il ne faut pas l'oublier, Valéry Giscard d'Estaing. Mais en aucun cas Mathilde Panot, ni qui que ce soit d'autre. Sur un autre sujet de société, qui restera sur l'abolition de la peine de mort? Robert Badinter et François Mitterrand, mais en aucun cas les membres du Congrès qui ont fait inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Le moins qu'on puisse dire est que ce visuel a créé la polémique jusque dans la famille de Simone Veil, son petit-fils Aurélien Veil tweetant sur le visuel « Ce rapprochement, quelle indignité !» Bref, oser se comparer à Simone Veil m'a rappelé une citation de Jean Racine dans Phèdre « Indigne de vous plaire et de vous approcher, je ne dois désormais songer qu'à me cacher. » Philippe Bilger. Alors, Simone Veil, en dehors de ce dont on l'accrédite et qui n'est pas mince, l'avortement, et puis bien sûr l'absolu respect pour sa vie, son passé, n'était pas, je crois, une personne tellement agréable dans la vie politique. Et elle avait du caractère, elle était même très autoritaire, mais de toute manière, je vous rejoins, la comparaison que fait Mathilde Panot avec elle est totalement choquante. Françoise Degois. Oui, moi je suis heurté par cette image, parce qu'il n'y aurait pas eu le 7 octobre, à la limite, moi je veux pas tout mélanger, mais il y a un tel écho, il y a une telle, une telle charge sur la France insoumise depuis le 7 octobre, il y a une telle, radicalité, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je comprends pourquoi les insoumis ont fait ça, parce que honnêtement, il a été d'une inconstance et d'une inconsistance crasse, votre petit ami, votre petit camarade
camarade Gabriel Attal. Il a refusé. Ça lui coûtait quoi de nommer Mathilde Panot et de nommer Mélanie Vogel, si vous voulez, la sénatrice. Voilà, c'était 2 phrases à prononcer. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Je vais l'expliquer dans mon coup de gueule. Pourquoi il ne le fait pas dans mon coup de projecteur. Mais ça ne méritait pas, comment dirais-je, cette photo que je trouve complètement indigne. Mathilde Panot, vraiment, qui lui met des idées pareilles dans la tête? Franchement, je ne sais pas. Martin. Elle-même, peut-être. Ouais, c'est juste minable. Donc, il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Allez, retour. Les Maldives, ça vous a. Ça vous gagne. Non, mais bon, voilà, en tout cas, voilà. Et direction les EHPAD avec les résidents qui vont accueillir de bonnes nouvelles, Félix. Et oui, bientôt, les résidents des maisons de retraite, des EHPAD devraient pouvoir venir avec leurs chiens ou leurs chats. Alors, jusqu'ici, les établissements avaient le choix, en fait, d'accepter ou non les animaux de compagnie, mais le gouvernement donne son feu vert à ce que ça devienne un droit, comme le demandaient certains parlementaires. On entendait ce matin le député LR Philippe Juvin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Une association de directeurs d'EHPAD le réclamait aussi également. Bonsoir Éric Frégona. Bonsoir messieurs, dames. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes directeur adjoint de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. C'était une revendication dans votre plateforme. Alors l'idée c'est d'essayer finalement de faire que les résidents se sentent tout simplement comme quand ils étaient chez eux. C'est tout à fait ça, en fait. Ça peut paraître être une décision de bon sens, mais à notre sens, c'est une véritable décision courageuse pour notre part de Fadila Khattabi et de Philippe Juvin, puisque c'est vraiment un tournant, je dirais. On sort de ces établissements depuis 20 ans avec une vision très sanitaire, très sécuritaire, vers quelque chose de plus humain. Et c'est ce qu'on appelle à l'ADEPA l'ensemble des adhérents de l'ADEPA, donc les 2000 directeurs sur le territoire national. Il faut vraiment, je dirais qu'on est au pas de la porte. Maintenant, il faut franchir le seuil de la porte pour pouvoir, je dirais, pouvoir rentrer dans le droit commun et être comme de l'habitat classique. Parce que le Sénat était peut-être plus réticent, semble-t-il, que l'Assemblée nationale. On imagine que les établissements qui le refusaient avaient peut-être leurs raisons, par exemple des questions d'allergie, des choses comme ça, non ? Il y a à peu près 50% des établissements qui le refusaient, donc qui l'indiquaient dans le règlement intérieur. Ils le faisaient pourquoi, ces directeurs? Parce qu'ils se voyaient imposés par les agences régionales de santé, par tout un cadre sanitaire, législatif, ultra cadré encore aujourd'hui. Cette vision, comme je vous disais, très sanitaire, très sécuritaire, avec toujours plus de normes et toujours moins de moyens. Donc, évidemment, nombre de directeurs suivaient ces recommandations, des recommandations qui pour nous ne sont pas des recommandations de bon sens et qui montrent en tout cas qu'il y a toujours de l'agisme, je dirais, dans cette société française où on ne traite pas les personnes âgées, surtout les plus vulnérables, de la même manière que l'ensemble des citoyens français. Mais c'était une vraie violence. C'était une vraie violence de devoir se séparer de son animal de compagnie en arrivant en EHPAD. Oui, moi je trouve ça génial. J'ai trouvé, vous l'avez évoqué, Philippe Juvin, très convaincant sur ce sujet ce matin sur Sud Radio. Il a donné des arguments qui m'ont persuadé non seulement du point de vue vivre comme chez soi, mais il indiquait même que ça pouvait avoir des effets positifs sur la santé des gens. Il y a plusieurs situations où on voit des personnes en EHPAD qui sont complètement déconnectés, ils ont plus moyen de communiquer parce que là, voilà, ils se sont retrouvés tout seuls, etc. Et l'animal rentre dans la chambre, dans la pièce, et là, il y a une réouverture, d'abord par le toucher, le chien met sa patte sur le genou, il y a tout un travail un petit peu de réapprivoiser finalement, comme dirait Syntex, de recréer du lien qui est extraordinairement magique, c'est fabuleux parce qu'on sent les émotions dans les personnes âgées qui remontent, ils revivent, et donc là il y a plus le sujet du sanitaire, du pas sanitaire, du sécuritaire ou pas. Voilà, c'est l'humain qui vous savez qu'il y a un cheval qui s'appelle Payot qui rentre dans les qui rentre dans les EHPAD et qui va au chevet, qui reste des heures au chevet de personnes âgées, et ça crée pour les personnes âgées la fin de prise de médicaments ou la réduction de prise de médicaments. C'est incroyable.
incroyable. Non, mais ce sont des thérapies. Ce sont des thérapies également pour les maniaco-dépressifs, pour les schizophrènes. La thérapie par les animaux, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais je voulais quand même vous saluer, vous, monsieur, parce que honnêtement, c'est vrai que les EHPAD ont une réputation épouvantable et assez injustifiée. Moi, je fréquente un certain nombre d'établissements où j'ai des amis et des gens de ma famille, et en fait, sont très bien traités, parce que ça signifie aussi, pour les gens de l'EHPAD, beaucoup d'efforts. Parce que ça veut dire des animaux, des chiens, c'est pas forcément les personnes âgées qui peuvent les sortir, donc ça veut dire aussi que vous allez faire encore plus d'efforts, et donc je vous félicite quand même, c'est bien. Absolument, et on est ravis de vous avoir donné en tout cas la parole. Merci beaucoup Éric Frégona d'avoir été avec nous, directeur adjoint de l'ADPA, l'association des directeurs du service des personnes âgées. Toute personne qui s'occupe des personnes âgées, on ne peut que les féliciter. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec dans plaisir. Un instant, le tour de table de l'actu avec nos vraies voix, avec Philippe Bilger. Pas totalement d'accord avec la fille d'Albert Camus. Et avec Françoise Degois. L'instrumentalisation d'Emmanuel Macron sur l'IVG. Et avec Pierre-Yves Martin. La fin malheureuse d'une très belle entreprise française. Et c'est dans un instant, on vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les vraies voix jusqu'à 19h. Chers amis, on est ravis de vous retrouver. Françoise Degois est avec nous, Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin aussi, et vous au 0826 300 300, ce numéro téléphone avec, on vous l'a dit, Tata Aude vous attend derrière le numéro. On est content de l'avoir parce qu'on l'adore. Ah oui, Aude. on l'adore. Comme Benoît et Aurore et toute l'équipe. Et comme Félix et c'est ça. Vous aimez tout le monde sauf nous, quoi, en fait. C'est incroyable. Non, sauf vous, simplement. Mais moi je parle de moi là. Ah bon, je suis de nous en majesté de moi même. Parce qu'entre moi, je suis un royaume à moi toute seule et je vous hute. Vous êtes un royaume à vous toute seule. C'est ça. Okay. Sécurité, elle est là, venez la chercher. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et c'est la fille d'Albert Camus qui a inspiré votre tour de table de l'actualité, Philippe Bilger. Elle a donné une interview dans Le Point, et une interview vraiment par les vrais, certes. Sud Radio en est propriétaire, mais il y a des personnalités qui permettent de l'utiliser aussi. Et c'est intéressant de l'entendre dire, par exemple, que elle a beaucoup détesté certains livres sur Albert Camus, et notamment, elle n'aime pas du tout Michel Onfray. Elle dit aussi, et c'est cette phrase qui m'a un peu mobilisé, la droite détestait mon père, mais la gauche ne l'aimait pas non plus. Alors la gauche, je comprends pourquoi, mais la droite, peut-être qu'à l'époque, elle n'aimait pas Albert Camus, mais ça a beaucoup changé. Et quand on voit à quel point la philosophie d'Albert Camus correspond à une droite intelligente, réaliste et noble, évidemment qu'Albert Camus, en tout cas pour l'homme de droite que je suis parfois, c'est un modèle absolu. Et lorsqu'il dit, par exemple, que la personne compte plus que l'histoire, c'est évidemment quelque chose de droite. Et lorsque je continue, et je suis trop long, mais sa fille rapporte une phrase qui est typique d'Albert Camus, il y a, après la chute du mur de Berlin, d'aucuns ont dit, c'est le triomphe d'Albert Camus. Alors sa fille a dit, ça m'étonnerait fort qu'il ait accepté cet éloge avec 80 millions de morts avant. Donc, je continue. Oh, c'est pas possible. Entendre la droite récupérer Albert Camus. Albert Camus, il est profondément, son honnêteté est profondément de droite. Elle est profondément de gauche. Et sa relégation de l'histoire au profit de l'humain. Mais c'est autre chose, ça, vous confondez tout, la gauche, la gauche. Non, je sais pas, François, j'adore Albert Camus, je connais tout d'Albert Camus, je ne peux pas accepter vos histrionneries, surtout d'un homme aussi intelligent. C'est comme si je disais, moi, vous voyez, voilà, Raymond Aron, il est profondément de gauche, c'est complètement débile. Albert Camus n'est pas... Non, mais je veux dire, Albert Camus, qu'il a été détesté par la gauche, bien sûr, parce qu'il y avait Jean-Paul Sartre, on peut dire carrément les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce qu'Albert Camus fait son discours du prix Nobel, merci monsieur l'instituteur, comment dirais-je, ça c'est, il a une pensée ouvriériste, il a une pensée du peuple, Albert Camus. Donc qu'est-ce que vous, moi je veux pas moi le classer, mais à partir du moment où vous voulez le classer à droite, je vous explique que arrêtez-vous tout de suite. Non mais Françoise, je n'ai pas dit. C'est comme l'extrême droite qui classe Gramsci chez eux à cause de la victoire culturelle. Écoutez, François, je n'ai pas dit qu'il était de droite, j'ai dit que je comprends pourquoi la droite en a fait
l'un de ses intellectuels préférés. Écoutez, la droite, elle fait ça. Nicolas Sarkozy a réussi à piquer Antonio Gramsci, qui était quand même le plus grand penseur communiste et qui est mort dans les tôles de Mussolini. Et Sarkozy a dit, il me faudrait un mec de gauche. Tac, il y a un mec qui est arrivé, tiens, t'as qu'à citer Gramsci. Non, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est juste hallucinatoire. Chacun est dans son coin. Disons que Camus est universel. On sera Exactement, d'accord. exactement. Voilà. Pierre-Louis Martin, exactement. Et je trouve que plus les années passent et plus on s'éloigne de la période de vie de tel ou tel écrivain, plus il faut être prudent sur le fait de ne pas s'approprier ou réécrire l'histoire. Voilà, Albert Camus est Albert Camus. C'est l'écriture et du c'est à peuple, tout le monde. Albert Camus, Et surtout, ça parle au travers de X sensibilité sur sa littérature et point barre. En réalité, voilà. il est contre la guerre, il est pacifiste. Il est pacifiste, il est contre la guerre. Sur l'Algérie, c'est tellement de droite, c'est-à-dire alors il faudrait citer complètement ce qu'il dit. Ça n'est pas simplement je préfère ma mère à la justice. Elle est beaucoup plus complexe, sa citation. Mais il y a une sorte de refus de l'abstraction que la gauche cultive au profit de l'humain. Mais c'est là que vous disjonctez complètement. Où est-ce que la gauche refuse... Non mais vous êtes délirant quand même. Où est-ce que la gauche refuse l'humain? Mais vous avez une gauche idéologique qui préfère les abstractions. On a dit qu'on avait une littérature universelle. L'histoire à l'humain. Non, mais l'abstraction, c'est un thème. Alors, si vous voulez y aller... Gramsci est un penseur universel. Il est normal que la droite l'utilise. Bien sûr, mais l'extrême droite surtout. Vous parlez de l'abstraction. Qui est-ce qui a développé l'abstraction? Gabriel Marcel, grand philosophe et grand professeur de philosophie des années 30, de droite. Donc, arrêtez un peu, parce qu'on va pas on va pas faire du pile-poule talmudique pour s'envoyer les références au visage, mais soyez sympa. J'ai voulu récupérer des pensées que la gauche s'approprie abusivement. Je pense que vous avez tort d'expliciter en permanence que la gauche, de quelle gauche vous parlez? Vous parlez de Staline, bien sûr, pour lequel l'individu ne compte pas, mais les grands penseurs de gauche ne fonctionnent pas comme ce que vous dites. Les grands penseurs de gauche ne sont pas dans l'abstraction. Vous êtes le premier à citer Béni Lévy, par exemple. Et il est dans l'abstraction, Béni Lévy. Allez, les enfants, les enfants. Ah si, mais ce serait trop long. Oui, ce serait trop long, mais ce serait très intéressant. Et je dis que cette émission culturelle, il va falloir qu'on la fasse. En fait, on fait une émission culturelle de force. Absolument. Oui, surtout quand il dit des énormités comme ça. Soyons terre à terre. Il nous reste 1 minute 40 pour cette entreprise. City Scoot, mon cher Pierre-Yves. Oui, tout à fait. City Scoot, c'est une entreprise française qui a été créée en 2016. Ils ont levé 15 millions d'euros la même année. Et puis, en 2018, fort de leur croissance soutenue, ils réussissent à relever des fonds, 40 millions d'euros. Donc, ça commence à faire tout ça pour mettre à disposition un parc de scooters électriques de 3500 unités sur Paris. Ils se développent en Espagne, en Italie, à Bordeaux, à Nice. Bref, tout se passe bien. Et puis, le Covid arrive. Alors, City Scoot, c'est quoi? Vous avez une application, vous ouvrez l'application, vous êtes géolocalisé et ça vous montre le scooter le plus proche de vous, disponible, pour l'utiliser pour 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, etc. Et donc, du coup, c'était ludique, simple, facile, pratique, génial. Et le Covid arrive, boum, et ils ont eu des grandes difficultés à s'en remettre. RATP a recapitalisé avec la Banque des Territoires le capital de City Scoot en 2022, mais ça n'a pas suffi. Et donc fin 2023, ils se sont mis en redressement judiciaire en novembre 2023. Et au final, le tribunal de commerce de Paris a décidé qu'il n'y avait pas de suite possible. Et donc c'est un concurrent espagnol qui s'appelle Cooltra, qui a repris la base de données pour exploiter cette flotte. Quel dommage. C'est dommage parce que c'était une super belle idée, une super belle entreprise, plein d'énergie positive avec des collaborateurs en même temps, de talent. Ils n'ont rien inventé parce que les scooters en partagé, ça existe depuis des années dans des grandes capitales. Donc c'était bien City Scoot, mais moi je suis une grande consommatrice de ces scooters-là. J'ai toutes les applications
applications, tous les abonnements. Oui. Cityscoot, Icoltra et Yego. Je cherchais, j'ai les 3. J'utilise ça très fréquemment. Voilà, à un moment donné, Cityscoot était tout simplement plus cher. Il proposait pas de pouvoir laisser votre scooter, parce que le principe c'est que vous le laissez où vous voulez, mais il y a des zones délimitées, voilà. Icoltra a étendu sa zone, par exemple, je peux venir à Sud Radio avec Icoltra. Je ne peux pas venir à Sud Radio avec Yego, et je ne pouvais pas venir de l'autre côté de Boulogne avec Cityscoot. Donc, vous voyez, il y a à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est pas fait dans leur développement, et ils n'ont pas su contrer cette concurrence avec des scooters qui ont des grandes roues, qui sont plus moches, les Icoltra, mais qui tiennent tellement mieux la route sous la pluie, par exemple. Ils sont moins chers. Ils sont moins chers en temps de minutes, voilà. Pardon. Non, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent avec ça, en fait. En réalité, c'est le nombre incroyable de gens. C'est hyper pratique. Vous n'avez pas besoin d'acheter. Au moment où ça marche plus, quoi. Je vous emmènerai. Il y avait 250 000 je vous emmènerai. clients Moi, j'ai actifs. amené l'autre jour Elisabeth Lévy, je l'ai ramenée chez elle en scooter Icoltra. Yallah. J'imagine les gens qui vous ont doublé ou que vous avez doublé. voir les photos. Ah oui. Françoise Degois, vous reviendrez dans un instant sur cette récupération un peu honteuse, selon vous, d'Emmanuel Macron sur l'IVG. Allez, on en parle dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite, les amis. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Le tour de la table de l'actu, vous le savez, c'est tous les jours après 18h. Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin ont déjà fait leur tour tour de l'actu, et Françoise Degois voulait revenir sur Emmanuel Macron et sur sa récupération de l'IVG. Oui, parce que je suis toujours un peu agacé par ce caractère de Monsieur Plus. Emmanuel Macron, je rappelle que à l'époque, par 2 fois, pour ne pas heurter ce qu'il croyait être les pudeurs de son électorat de droite, d'ailleurs les sondages le montraient, avait refusé d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Et à l'époque, la majorité, La République En Marche, utilisait les mêmes arguments en bois que ceux de Gérard Larcher. Hein, c'est pas un catalogue social, justement, si la Constitution, c'est un catalogue de droits fondamentaux. Mais à l'époque, la majorité macronienne était vent debout contre l'IVG parce que elle considérait que l'électorat de droite qui la soutenait était vent debout. Maintenant, d'un seul coup, par une grâce touchée par la grâce, tout le monde est pour l'IVG parce qu'en plus, il n'y a plus aucune possibilité d'être réélu l'an prochain ou en 2027. Je ne sais pas sûr qu'on aurait eu le même tonneau si Emmanuel Macron avait pu éventuellement se représenter. Et là, d'un seul coup, il en fait des caisses, Emmanuel Macron. Plutôt que de dire je suis content, moi je trouve que son tweet, il est très bien hier soir. C'est une victoire. La France est le premier pays au monde à aller aussi loin dans la sanctuarisation. Reste-en là. Non, il faut en rajouter. À midi, on fait une fête qu'il veut populaire sur le scellement. Vous savez qu'on scelle avec la presse qu'il y a dans le bureau, je crois, du ministre de la Justice. Il appose les sceaux. Alors, ça va être une cérémonie ouverte à tout le monde. Je veux en faire une fête populaire. Mais enfin, laisse tomber la neige. Et puis moi, je fais un discours vendredi à midi. C'est trop. Comprenez ce que je veux dire? C'est trop. Je suis d'accord, bien sûr, que le scellement, c'est quelque chose de tellement rarissime que les télés diffusent. D'accord, mais en faire des tonnes sur quelque chose, au fond, qui le convainc ou pas, c'est même pas le sujet. Ça redit pour moi vraiment son opportunisme permanent politique, ce cynisme-là que je trouve vraiment éprouvant. Il aurait suffi qu'il s'arrête à ce qu'il a dit hier soir. C'était parfait, c'était très bien, je suis fier, etc. Allez, il faut y aller. Pourquoi il fait ça? Parce que évidemment tous les partis politiques vont faire la fête vendredi de la Journée des femmes. Évidemment, il va tout écraser médiatiquement aussi. Médiatiquement, il y en aura que pour la fête du scellement, le discours d'Emmanuel Macron. Je trouve ça d'ailleurs un peu fort de caper tous ces gens, quels que soient les partis politiques, qui veulent faire célébrer la Journée des femmes avec l'IVG. Je pense qu'il y a autre chose à célébrer pour la Journée des femmes que l'IVG. Je suis totalement d'accord avec François, ce qui nous permet de discuter d'autre chose que du fond. La constitutionnalisation, les modalités toujours excessives, outrancières, avec lesquelles Emmanuel Macron parvient parfois à dégrader même la justesse pour beaucoup de sa cause. C'est exaspérant. C'est exaspérant, voilà. Ouais. Je me suis dit, son tweet, c'est bien. Ouais. Et puis là, tac, je vois arriver toutes les dépêches AFP. Bah ouais, mais en fait, c'est exaspérant, je suis complètement d'accord avec vous, mais
C'est pas surprenant en fait. Il se cherche. Il me semble que il est en période de recherche de bon positionnement et toutes les opportunités qui lui semblent bonnes sont prises. Voilà. Oui, mais je trouve pas qu'il cherche, Pierre-Yves. Je trouve au contraire qu'il se trouve trop souvent. En réalité. Non, mais il s'adore. Il est vraiment. Il y a une règle, moi, ce que je comprends très bien, c'est qu'il ne peut pas être ailleurs que là où ça brille, Emmanuel Macron. C'est comme pour capter un peu de lumière. Je veux dire, si demain on lui proposait d'être à la cérémonie des Oscars, il irait à la cérémonie des Oscars. Si on lui disait d'être à l'ouverture du concert de Taylor Swift, il irait au concert de Taylor Swift. Il y a un côté chez lui presque, comment dirais-je, provincial. Rastignac, c'est trop gentil. C'est comment dirais-je. C'est pas sympa. Je sais que c'est pas sympa, mais Rastignac, il y a quelque chose d'un peu presque noble dans cette façon de. C'est provincial. Alors et moi, il y a des provinciaux. Vous savez que vous êtes entendu et écouté par des provinciaux. Mais ils savent très bien ce qu'on veut dire. Ils savent très bien. Il y a un côté Monsieur et Madame Jean Tranville qui, d'une manière, moi, me heurte profondément. Chaque fois qu'il y a une star, chaque fois qu'il y a un événement, il faut il ne sait pas rester en recul sans être tenté, lui, d'être dans la lumière. C'est vraiment une faille narcissique très profonde. On ne devient pas président de la République sans avoir un ego surdimensionné, me semble-t-il. Oui, c'est bon, vous l'avez rhabillé pour l'hiver, l'été, enfin en tout cas pour plusieurs années de suite. Il a l'habitude. Oui, avec vous, il avait l'habitude. Tout le monde, dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. L'élection américaine ce mardi, 15 États sont appelés à voter pour des primaires, confirmant un peu plus l'inévitable duel Trump versus Biden, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la messe est dite et que la finale sera Biden-Trump comme il y a 4 ans? Est-ce que pour vous, qui va gagner? Trump ou Biden? Est-ce un non-choix vu l'âge des candidats et les problèmes de santé de Biden? Et à cette question, pour vous, qui serait le meilleur président des USA? Vous dites Trump à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. 97% des gens qui écoutent. En parler, Olivier Piton, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de ce livre, Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Sommes-nous dans cette séquence déjà dans l'après-Biden ? Non, pas du tout. Il faut être extrêmement prudent. On l'avait compris déjà en 2016. Il faut toujours regarder les sondages avec beaucoup de circonscriptions. Je rappelle qu'en 2016, la veille de l'élection de Donald Trump, le New York Times titrait que Hillary Clinton allait l'emporter avec 89% de chance. Donc, il faut toujours être très modeste et très prudent. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici le mois de novembre, mais incontestablement, il y a plusieurs lignes forces, si vous voulez, qui se dégagent depuis quelques mois. La première, c'est que depuis 2 mois environ, Donald Trump est systématiquement donné vainqueur dans les 6 États qui constitueront les États à bascule de l'élection du mois de novembre. Il est largement en tête, y compris dans des États dans lesquels les républicains n'avaient pas été en tête depuis longtemps. Et deuxièmement, aujourd'hui, ça peut changer, mais aujourd'hui, depuis plusieurs semaines maintenant, le principal sujet, c'est l'âge de Joe Biden et évidemment, cela profite à Donald Trump. On en parle dans un instant. Vous bougez pas. Quel temps fait-il? Je vois qu'il fait plutôt pas mal chez vous. On revient dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite. Avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre-Yves Martin et vous au 0826 300 On est encore 300. en train de se batailler sur Camus là. Oui, je vois que ça continue, l'affaire continue. Mais on est assez d'accord. En fait, on est d'accord. Ouais, c'est ça qui est terrible. Ah oui. C'est que vous vous engueulez, après vous dites, finalement on est d'accord. Et alors, ça vous gêne? Non, ça vous étonne. Les petits ont du boulot. Lorsqu'il y a une intelligence dans le duo, il y a forcément quelque chose qui se passe. Bah oui, ils savent de quoi ils parlent. Il y a de l'intelligence tous les deux. Il y a un point de conjoncture, il y a un point voilà, je sais pas, en tout cas, bref. Et de la courtoisie. Et l'intelligence, bon, ça dépend de oui, quoi. mais ils savent de quoi ils parlent, c'est eux, ça. T'es en train de les définir d'une façon exceptionnelle. Courtois, nous sommes courtois. Vous êtes courtois entre vous, au moins. Ça, c'est sûr. Avec les autres, c'est moins sûr. Absolument, tout de suite, les coups de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ce double déplacement, celui de 2 présidents, l'un en exercice, l'autre ancien. Le Super Tuesday, le Super Mardi, 15 États votent en même temps pour désigner le candidat du Parti républicain. Et la majorité de ces États sont dans une logique winner takes all, c'est-à-dire que c'est le vainqueur qui va ramasser tous les délégués. Les jeux sont déjà faits. Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, n'a pas de chemin vers la nomination. Trump-Biden en novembre prochain. Il y aura une décision importante à prendre pour Nikki Haley. Est-ce qu'elle va continuer dans la campagne?
Ce fameux super mardi sans grand suspense aux États-Unis. 15 États votent aujourd'hui pour les primaires, mais le match semble déjà plié des deux côtés. Donald Trump et Joe Biden étant quasi assurés d'être candidats de leur parti à la présidentielle en novembre. Oui, et parlons vrai. Alors, est-ce que pour vous, la messe est dite et que la finale sera Biden-Trump comme en 2020 ? Pour vous, qui sera le futur vainqueur ? Est-ce un non-choix vu l'âge des candidats et les problèmes de santé de Biden ? Super Tuesday, Biden-Trump, qui serait le meilleur président pour les USA ? Vous dites Trump à 97%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Olivier Piton est avec nous, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de ce livre, Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. On revient avec vous dans quelques instants, maître. En attendant, Philippe Bilger. Si vous le permettez, je vais poser, mais maître Piton y répondra tout à l'heure, deux questions très rapides. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que maître Piton, à chaque fois qu'on parle des États-Unis, a son rond de serviette à Sud Radio. Non, mais il peut répondre tout de suite, on va gagner du temps. Parce qu'il est sur place. Alors, en plus, deux questions rapides, maître Piton. La première, est-ce que la personnalité de Donald Trump fait que elle résiste à tout ce que ses partisans pourraient lui reprocher sur le plan judiciaire et plus globalement sur le plan moral? Deuxième question, seconde question, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver pour Biden à un président qui a un bon bilan globalement, mais dont la sénilité traduite par un certain nombre de dysfonctionnements risque de le faire perdre? Alors, ce sont deux questions qui sont effectivement récurrentes dans le débat américain depuis des années, et donc vous avez parfaitement raison de les poser. La première, pour répondre très rapidement, ça fait depuis 2015-2016 que la base électorale de Donald Trump n'a pas bougé d'un iota. Elle est en fer forgé, elle est en béton. Il n'y a aucune baisse significative du soutien de la base qu'on appelle la base MAGA ici aux États-Unis vis-à-vis de Donald Trump. MAGA, Make America Great Again, qui était le slogan de Trump, pour l'expliquer. Voilà, absolument. Et qui est aujourd'hui doublé par un autre slogan qui est issu des ennuis judiciaires que connaît Donald Trump, qui est Too big to rig, qui signifie trop grand pour être manipulé, c'est-à-dire trop grand pour être exfiltré par la justice. Et d'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur la décision de la Cour suprême d'hier, parce que ça a un lien. Donc, pour répondre très rapidement à votre première question, oui, Donald Trump peut toujours bénéficier de cet énorme soutien de sa base. La question qui va se poser pour lui, c'est de savoir s'il va pouvoir mordre vers les couches des électeurs indépendants, ce qui est absolument indispensable pour obtenir la victoire. Mais en tout cas, cette base-là lui a permis en particulier de défier et de battre Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, dans un mano à mano qui n'était pas forcément à la faveur de Donald Trump au début, et il l'a largement emporté. Et donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il va se faire lâcher en dépit de ses ennuis judiciaires, c'est de savoir s'il va pouvoir élargir son camp électoral. Et quant à la deuxième question, très rapidement, c'est le sujet numéro 1. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, Philippe Bilger, de souligner que finalement le bilan économique de Joe Biden est bon. Pour être tout à fait honnête, il dépendait aussi du bilan précédent. C'est toujours un travail d'équipe ou une sorte de continuité chez les Américains. Mais en tout cas, il a un bon bilan. Lui dit qu'à un moment ou un autre, les Américains se rendront compte que le bilan économique est bon et donc voteront pour lui. Ça n'est pas du tout sûr. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le principal sujet d'interrogation des Américains devant même la crise migratoire à la frontière sud, c'est l'âge de Joe Biden. Et je termine là-dessus. Aujourd'hui, la bataille sur l'âge de Joe Biden, cette bataille-là, elle est portée par la gauche, elle est portée par les démocrates. Ce sont eux qui, voyant les sondages, sont en train de tenter, en dernier recours, l'exfiltration de Joe Biden avant qu'il ne soit trop tard. Le New York Times l'a encore montré il y a 2 jours par un sondage terrible à l'égard de Joe Biden. Oui, Olivier, bonsoir, c'est Françoise Degbois. Comment dirais-je, j'entends ce que vous dites. Moi, je suis désespéré de voir toute l'offensive des gens comme Alexia Ocasio-Cortez, parce qu'en fait, c'est tout ça, c'est toute la branche. C'est très à gauche du Parti démocrate. Enfin, elle est très à gauche, donc c'est du centrisme. Non, j'exagère. Non, c'est une vraie militante. C'est une vraie militante activiste, mais c'est toute cette ligne-là. On peut aussi en vouloir un peu, Olivier, vous pouvez le dire. Moi, je suis de sensibilité démocrate, bien sûr.
sûr, plus que ça d'ailleurs. Mais on peut aussi en vouloir à Joe Biden de ne pas avoir organisé sa succession dès le départ. C'est-à-dire qu'il a coupé les ailes immédiatement à tous les gens qui auraient pu être le suppléer, changer de candidat, changer de cheval au milieu de la course, c'est juste impossible. Et moi, je suis très pessimiste. J'ai une partie de ma famille qui vit vraiment aux États-Unis, qui est démocrate, etc. Pour eux, de toute façon, la messe est déjà dite pour novembre, à cause des problèmes justement de Joe Biden avec, je le redis, est-ce que vous le sentez, ça m'intéresse de le savoir, cette petite colère de l'électorat démocrate qui ira quand même voter Biden, mais qui trouve que vraiment, il aurait dû préparer sa succession il y a déjà 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Olivier Piton. Plutôt que de colère, je parlerai de lassitude. Il y a une grande lassitude du côté des électeurs démocrates, mais ils ont aussi une part de responsabilité. Je vous explique pourquoi. Depuis à peu près 1 an et demi, on a posé la question à de nombreuses fois via les sondages aux électeurs démocrates qui ils souhaiteraient. D'abord, première question, souhaitent-ils que Joe Biden se représente? Et là, très massivement, il y a une réponse négative. Mais quand on leur pose la question, on dit mais qui? Bah oui, parce qu'il n'y a personne. Et là, il y a encore moins de réponses. Et au bout du compte, on se rend compte que pour les démocrates, le plus petit dénominateur commun reste Joe Biden. Et Joe Biden l'utilise d'ailleurs comme argument de campagne en disant « j'ai été le seul à battre Donald Trump il y a bientôt 4 ans, et donc je suis encore le seul à pouvoir le battre ». Ce qui d'ailleurs est vrai d'une certaine manière, parce qu'aucun autre candidat démocrate ne sort du lot. C'est-à-dire que, pour être tout à fait honnête, il y a quand même une responsabilité partagée. Aucun grand non-démocrate n'a aujourd'hui réussi à percer suffisamment. Kamala Harris, ça concerne aussi Kamala Harris, qui est un élu extrêmement impopulaire, y compris dans l'électorat démocrate. Oui, mais il lui a pas donné les moyens. À apparaître comme une alternative. Mais il lui a pas, Olivier, soyons clairs que dès le début, Joe Biden a castré, c'est pas le mot, mais en tout cas, a muselé Kamala Harris. Il a même pas donné les moyens à Kamala Harris d'être autre chose que cette personnalité que les médias, que les démocrates n'aiment pas. On est d'accord ou pas? Alors, je vais revenir en 30 secondes un petit peu sur les antécédents. La politique, c'est le Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous êtes le féal, vous êtes le vassal de quelqu'un. Le problème de Kamala Harris, dès le début, c'est qu'elle n'a jamais fait partie de la maison Biden. D'ailleurs, elle n'a jamais fait partie d'aucune maison et qu'elle a été rattrapée pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas pour devenir vice-présidente, qui étaient davantage dues à ce qu'elle représentait qu'à ce qu'elle faisait. Parce qu'elle était sans vouloir nier le travail et les compétences qu'elle avait par ailleurs. C'était très cynique. Et donc, Joe Biden, et surtout l'entourage de Joe Biden plus exactement, n'a jamais eu totalement confiance dans Kamala Harris. Elle ne fait pas partie de la maison Biden, elle ne faisait pas partie de la maison Obama, et elle ne faisait pas partie de la maison Clinton. C'est-à-dire que chez les démocrates, il y a 3 grandes maisons, et elle ne faisait partie d'aucune maison. À partir de ce moment-là, la méfiance entre l'entourage, plus l'entourage que Joe Biden, que vis-à-vis de Kamala Harris, a aussi joué en sa défaveur. Et elle ne réussit pas aujourd'hui à assumer ou à être une sorte d'alternative. Pierre-Yves Martin. Oui, moi, pour faire le lien avec le sondage de Sud Radio, en termes de risque, si on voit par exemple Donald Trump reprendre la présidence, je vois, moi personnellement, je suis pas un fin observateur de la vie politique américaine, mais on voit bien qu'il y a un vrai risque sur le plan international, notamment dans une espèce de rapprochement avec Poutine qui pourrait générer beaucoup de désordres internationaux. Côté Joe Biden, quel est le risque principal s'il était réélu? Est-ce que c'est plutôt sur l'intérieur, sur l'opinion publique intérieure, sur le climat intérieur aux États-Unis, ou est-ce que il peut aussi représenter un vrai risque de perte de vitesse des États-Unis en matière d'influence qui a déjà commencé depuis quelque temps, me semble-t-il? Alors, très rapidement, sur la partie Donald Trump, moi, je suis assez en désaccord avec mes collègues. Je ne sais pas quelle serait la politique de Donald Trump, en particulier vis-à-vis de la Russie, si jamais il était de nouveau président. Je pense que le constat qui consiste à dire qu'il serait forcément beaucoup plus conciliant et qu'en gros, il acterait l'annexion par la Russie d'un certain nombre de provinces de l'Ukraine me paraît extrêmement présomptueux, tout simplement parce qu'on a quand même
4 ans d'expérience de Donald Trump à la présidence des États-Unis et qu'il s'était montré à l'époque, en tout cas au début, extraordinairement dur à l'égard de Vladimir Poutine, à tel point que les médias russes, à l'époque, on l'a vite oublié, expliquaient que depuis la fin de la chute du mur, depuis 1991, les relations n'avaient jamais été aussi tendues entre les États-Unis et la Russie, et à l'époque, le président des États-Unis était Donald Trump. Donc, on ne sait pas comment cela va évoluer. Il faut toujours faire la part des choses chez Donald Trump entre l'affichage, la posture politique en campagne et ce qu'il fera une fois arrivé. Quant à Joe Biden, alors là, vous posez une très bonne question, et le problème, c'est qu'on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que aujourd'hui, la campagne, elle est totalement binaire, et c'est pour ça qu'elle est assez inintéressante. D'un côté, les démocrates tapent sur les ennuis judiciaires de Donald Trump, et de l'autre côté, les républicains tapent sur l'âge, d'ailleurs ce ne sont plus les seuls, mais ils tapent sur l'âge de Joe Biden. Le programme de Joe Biden, le programme économique, que ce soit en politique intérieure ou que ce soit en politique étrangère, on ne le connaît pas. Alors vous me direz, on est encore au stade de la primaire, on n'est qu'en mars, on aura le temps de voir venir. Mais répondre à votre question est actuellement extrêmement difficile, tout simplement parce que la qualité des débats n'est pas à la hauteur pour l'instant. Alors, 0826 300 300, une réaction d'Éric qui nous appelle de Gourdon dans le Lot. Bonsoir Éric. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je souhaiterais dire simplement, je suis dans les 98% des gens qui pensent que Trump serait un bon président pour les États-Unis, mais point de suspension. Je pense pas que, honnêtement, que pour les Américains, ce soit le coup gagnant une seconde fois. Pourquoi? Parce que il va tout simplement délaisser l'Europe. Et comme disait l'intervenant juste avant, il y aura des répercussions très sévères. Et je pense simplement une chose, c'est que quand l'Ukraine ne sera plus là, quand les Ricains ne seront plus là, et quand les extrêmes auront la loi, je ne dirai plus n'importe quoi, je parlerai je ne sais quoi. D'accord, ça rappelle Michel Sardou. Olivier Piton, ça le fait sourire. Sur cette relation avec Donald Trump et l'Europe, par exemple. Alors moi, je trouve ça absolument formidable, c'est-à-dire que l'Europe, et en particulier la vision française de l'Europe, c'est quoi depuis le général de Gaulle? C'est de réussir à s'émanciper de la tutelle américaine. On a un président potentiellement, déjà qui a été élu il y a 4 ans et qui pourrait être à nouveau président dans quelques mois, qui prône en tout cas une forme de responsabilisation et d'autonomisation des Européens. Mais c'est génial. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne comprends pas la peur, la crainte qui naît parmi nous. Nous devrions être absolument ravis d'avoir un président qui, d'une certaine manière, nous dit responsabilisez-vous. Et à partir du moment où on arriverait à être un petit peu plus sûr de nous-mêmes, autonomes, à nous responsabiliser, et ça passe par un réarmement, c'est pas pour utiliser le terme de Macron, mais incontestablement, oui, il y a un besoin de réarmer, et de manière concrète. On ne parle pas uniquement de réarmement psychologique, on parle de réarmement en termes de matériel. Eh bien, profitons de cette période de flottement pour réassumer notre vision autonome, à défaut d'être indépendante de l'Europe. Finalement, c'est une très bonne nouvelle pour les Européens. Sérieusement, arrêtez, vous croyez pas à ce que vous êtes en train de dire. Vous savez très bien, voilà, souriez, j'espère. Vous savez très bien que si Trump se désengage de l'OTAN, vous savez très bien que l'Allemagne dépend des États-Unis pour sa défense. Vous savez très bien à quel point l'Europe en dépend. On a Poutine aux portes. On n'a pas un petit dictateur de pacotille aux portes. On a un type. Françoise, non, mais je Olivier, rigole parce que jamais les Américains ne se désengageront. Non, mais vous rigolez. Écoutez, moi, Olivier, il y a la réalité et il y a ce que vous envoyez comme signal. Vous savez très bien que les signaux que vous envoyez à Vladimir Poutine, ce sont des signaux qui comptent. Vous ne les envoyez pas à un type, même à un régime autoritaire. Oui. Vous ne l'envoyez pas à un vrai démocrate. Vous les envoyez à Vladimir Poutine. Et moi, je pense, je suis d'accord avec vous, l'armée européenne, il la faut, etc. Je pense que pour l'Europe, ce serait une catastrophe. Donald Trump, en tout cas, dans un monde déjà chaotique, je pense pas qu'il va ramener le calme. C'est ce que je veux dire, Olivier. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? François, je suis entièrement d'accord avec vous. Je dis simplement que, petit 1, il faut faire très attention au discours de campagne et que les Américains ne lâcheront jamais l'Europe, tout simplement parce qu'ils n'y ont absolument pas intérêt. Donc on est déjà dans un cas de figure qui est un cas de figure purement théorique. Et deuxièmement, je rappelle encore, parce que je veux vraiment être, et là-dessus peut-être que les faits me donneront tort si Donald Trump est réélu, mais le positionnement de Donald Trump en campagne électorale et le positionnement de Donald Trump en tant que président vis-à-vis de la Russie pourrait surprendre beaucoup de monde. Voilà. D'accord, super.
Je suis d'accord avec vous. Et il pourrait vraiment être. Il avait été très imprévisible pendant son premier quadrennage, je sais plus comment on dit, son premier mandat. Vous pouviez imaginer qu'il serait à nouveau surprenant s'il était réélu. C'est à partir oui, vous du savez, Covid il a théorisé. On connaissait le rapport du fort au faible, du fort au fort et du faible au fort. Lui a théorisé le rapport du fort au fou. C'est-à-dire que en étant, mais de manière positive, en étant absolument pour l'adversaire dans l'incapacité de lire les positions qu'allait prendre Donald Trump, il rendait la première puissance économique et accessoirement militaire et nucléaire du monde tellement imprévisible que les leaders étaient quand même obligés de prendre en compte le facteur totalement délirant qui aurait pu se produire. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de se dire. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de se dire, Olivier. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de se dire. Et c'est pour ça que je rajoute la phrase, Françoise. C'est pour ça que je rajoute la phrase parce qu'elle est importante. Allez, en même temps, on parle du même homme qui n'a pas déclenché une seule guerre pendant ses 4 ans de mandat. Et c'était la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'aucun président américain n'a déclenché un conflit. Mais il a failli déclencher un putsch et la prise du Capitole. Donc est-ce que c'est mieux? J'en sais rien. Allez, écoutez, on verra la suite au prochain épisode. Olivier Piton, merci d'avoir été avec nous. Ancien Français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur du livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. Merci beaucoup Philippe Bilger. À demain. Merci beaucoup les amis. Pierre-Yves. Arrêtez avec ce fond de teint, c'est insupportable. Non mais là, il repart le gars. Vous êtes au courant, il repart. Voilà, vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler de la 4e édition d'un salon des professionnels de la carrosserie et de l'après-vente. On va vous parler expertise, parce que c'est les vraies voies de l'emploi. Et puis une application révolutionnaire, ça s'appelle Avenir, pour l'orientation scolaire. Et ça, c'est une bonne idée. On en parle dans un instant. À tout de suite.